Hello, salut à tous. Bienvenue sur cette conférence qui va parler de nous, qui va parler de notre corps et qui va surtout vous donner des solutions réelles et concrètes pour vous sentir en pleine forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Jo Charmetan, je suis éthiopathe, ostéopathe. La santé métabolique, le fonctionnement de nos cellules et donc de nos organes et de nos systèmes est une passion chez moi. Et j'ai à cœur vraiment de partager des outils, des petits tips ce genre de visioconférence pour trouver le meilleur pour aider notre corps, nous-mêmes, nos enfants et toute notre famille, bien entendu. Donc, le sujet du moment, c'est l'insulinorésistance, cette fameuse, on en entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler aussi au sujet du scandale sanitaire, par exemple aux États-Unis, où pour lutter contre cette insulinorésistance, ils s'injectent en permanence de l'Ozempic, qui normalement est un médicament réservé aux diabétiques. Alors certes, ils ont des résultats, mais apparemment les résultats permettent toutes ces folies parce qu'on peut pas s'injecter des produits médicamenteux, évidemment, si on n'en a pas réellement besoin, comme ça. Donc le but du jeu, c'est vraiment de comprendre de quoi l'on parle, évidemment, quand on parle d'insulino-résistance, mais surtout, effectivement, de comprendre que ça va impacter toute la santé métabolique de notre corps. Et donc ce soir, on fera le lien plus précisément au niveau hormonal et comment est-ce que de façon naturelle et vraiment très efficace, on peut intervenir sur cette fameuse insulino-résistance. Allez, je vais vous partager mon écran, ça sera plus facile pour vous de suivre. Donc, l'insulino-résistance. Et ce soir, nous faisons le lien justement avec l'explication de qu'est-ce que c'est ce trop-plein d'insuline et comment faire en sorte de limiter son impact. Tuk, tuk, tuk. Alors, c'est tout le but de ce petit sujet. Alors, c'est vraiment de simplifier l'information pour que nous puissions comprendre sans employer de grands mots qui nous perdent au niveau de la physiologie ou de la biologie. Là, ça va être juste de comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'insuline? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on développe une insulino-résistance? Et comment est-ce qu'on peut reconnaître si on a des signes de cette fameuse insulino-résistance et évidemment comment cela va impacter tout le cycle hormonal derrière. Donc on commence par quelle est cette fameuse hormone que l'on appelle l'insuline. Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans notre corps? Alors, c'est bien plus qu'une hormone. On l'appelle la mère des hormones. C'est elle qui va absolument donner le tempo quasiment hormonal entier dans notre corps. Donc, c'est le vrai chef d'orchestre. Deux fonctions pour cette hormone. Premièrement, elle va nous aider à stocker tout ce qui va être utilisé pour créer de l'énergie dans le corps. Donc, qu'est-ce que c'est? Nos cellules, elles fonctionnent avec du sucre, donc le glucose, et aussi l'énergie va pouvoir être dégagée grâce aux acides gras. Donc, première fonction de l'insuline, d'aller stocker le glucose et les acides gras. Deuxième fonction de l'insuline dans notre corps, bien évidemment, c'est notre fameuse régulation glycémique. Donc, glycée et glucose, c'est le sucre, émis, c'est le sang, c'est le taux du sucre dans le sang. Donc l'insuline, vous en avez tous entendu parler, par exemple, on connaît tous une personne qui est diabétique à l'heure actuelle. Euh, donc qu'est-ce que c'est? C'est une personne justement qui a trop de sucre dans le sang. Et donc on va injecter de l'insuline synthétique pour faire baisser le taux du sucre. Donc c'est une hormone hypoglycémiante. Le tout, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Alors jusqu'à une quinzaine d'années, un petit peu plus, on pensait même que le diabète de type 2 avait énormément d'influence au niveau transgénérationnel et on disait c'est génétique. Or, maintenant, on se rend bien compte de plus en plus que on est loin du facteur génétique
ça rentre en compte pour 2,75% exactement, mais que de plus en plus, on est dans une explosion du diabète type 2 et il n'y a pas de secret, les causes, on va les voir. Donc à l'heure actuelle, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette explosion justement de diabète de type 2 ou d'insulinorésistance? Parce qu'on sécrète trop d'insuline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que le corps, comment est-ce que notre pancréas, parce que évidemment l'insuline est une hormone qui est sécrétée par l'organe du pancréas, par les îlots de Langerhans dans le pancréas. Et donc, comment est-ce que ce pancréas arrive à sécréter trop d'insuline? Premier facteur, évidemment, notre alimentation. Et généralement, les gens se limitent à ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont me dire, ah non, mais moi, je mange pas de sucre, je fais déjà très attention au sucre, donc c'est impossible que j'ai ce trouble métabolique en moi. Vous allez voir, c'est bien plus complexe que ça. Donc, évidemment, notre alimentation a été modifiée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, le blé, pour cultiver plus rapidement du blé, pour qu'il soit plus petit, pour bien passer dans la moissonneuse-batteuse, parce qu'avant il était trop grand et quand il y avait des coups de vent, il se couchait. Du coup, la moissonneuse-batteuse moissonnait mal, ça baissait la production, etc. Donc, toutes nos cultures ont été modifiées génétiquement. Donc, le blé, on l'a rabaissé, donc il a atteint le nanisme. Et pour qu'il soit plus costaud, etc., on a augmenté l'amidon. Donc tout ça va faire en sorte que nos céréales, à l'heure actuelle, sont beaucoup plus glycémiques en soi qu'il y a 50 ans. Ça, c'est une réalité physique. Vous pouvez vous dire, oui, mais moi, je mange intégral ou autre. De toute façon, les céréales, depuis 60 ans, ont été modifiées et donc l'indice glycémique a été augmenté. Donc vous regardez hein, sur un paquet de pâtes, l'indice glycémique, je crois qu'il est de 70 grammes pour cent, c'est juste énormissime. Le riz un petit peu moins, c'est pour ça qu'on dit aux diabétiques par exemple de manger du riz basmati, un petit peu moins glycémique, mais ça reste très glycémique. En fait, voilà, toute notre culture face à l'augmentation de production qu'il a fallu faire face, toute notre culture, tous nos céréales, à l'heure actuelle, sont de toute manière modifiées. Alors, je parle même pas des céréales transformées, par exemple, que par, euh, par catastrophe sanitaire absolue, on peut donner aux enfants à l'heure actuelle au petit déjeuner. Donc, par exemple, ces céréales pleines de sucre qui ont été chauffées à haute température, soufflées, sucrées. Alors là, l'indice glycémique est juste monstrueux. Donc voilà, donc plus on va aller sur des aliments industrialisés, plus le glucose, le taux de sucre va monter, évidemment. Le pain, par exemple, souvent les personnes oublient le pain, la farine blanche, c'est raffiné, donc ça va faire monter le taux de sucre aussi. Ça, c'est la partie alimentation que tout le monde comprend à peu près. Mais aussi, qu'est-ce qui va faire augmenter notre sécrétion d'insuline? Le stress, par exemple. Et oui, et aujourd'hui, qui est-ce qui n'est pas stressé? Donc, ça va être un effet délétère de ce stress aussi, d'augmenter la production d'insuline. À cause du cortisol, on va le voir un peu plus loin. Évidemment, on mange de moins en moins de légumes. Moi, personnellement, je connais des enfants qui ne mangent que des pâtes. Et alors, je m'insurge, je dis, mais enfin, votre enfant ne peut pas manger que des pâtes. Et la maman, par exemple, me répond, ah oui, mais vous savez, là, son petit caractère, et de toute façon, il aime rien d'autre. Non, mais c'est pas possible. Le corps humain, les intestins, ils ont besoin d'un bol alimentaire avec des fibres, des végétaux, pour aller puiser les vitamines, les minéraux. Dans les pâtes et le riz, il n'y a pas de vitamines et de minéraux, d'accord, à l'heure actuelle. Et donc, vraiment, c'est prendre conscience qu'il faut augmenter largement la part de légumes. Un enfant à 2 ans, il n'a pas le droit de choisir sa nourriture. C'est nous, les adultes, c'est à nous de nourrir correctement son corps. Quand il est adulte, il fera ce qu'il veut. Mais pour l'instant, tant que c'est vous qui faites à manger, s'il vous plaît, donnez-lui cette habitude de manger des légumes parce que ça va être de plus en plus compliqué ensuite pour lui. Et parce que, évidemment, on est tous pressés. Donc, de prendre des légumes, de les couper, de les faire cuire à la vapeur pour essayer de préserver un maximum.
Tout ça prend beaucoup de temps dans notre société qui nous demande toujours d'aller plus vite. Donc forcément, par manque de temps aussi, on va cuisiner de moins en moins de légumes. Un des facteurs aussi qui est méconnu à l'heure actuelle et qui va avoir un impact sur notre production d'insuline, c'est le manque de sommeil. Et oui, si tu dors un peu moins de 8 heures par nuit, c'est normalement, physiologiquement parlant, le nombre d'heures qu'il nous faut. Donc à l'heure actuelle, nous sommes tous en dessous. Et si ton sommeil est perturbé, qu'il y a du bruit, tu habites dans une grande ville et qu'il y a toujours du bruit autour de toi ou autre, sache que le manque de sommeil va agir sur ton métabolisme de base et donc provoquer aussi un changement au niveau de la sensibilité à l'insuline. Et du coup, ça va encore produire encore plus d'insuline. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tous ces facteurs-là qui vont avoir une action sur comment notre pancréas va aller sécréter de l'insuline. Il n'y a pas juste le facteur alimentaire. Donc au final, qu'est-ce que c'est que ce terme d'insulinorésistance? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous êtes stressé, vous dormez mal, vous mangez pas assez de légumes et vous mangez un morceau de pain ou vous mangez du sucre ou les gamins avec leurs bonbons Haribo, boum, il y a du sucre qui rentre dans votre corps, dans votre estomac. Si vous le prenez en plus en début de repas, ça passe tout de suite dans l'intestin, dans le duodénum et tout de suite dans le sang. Le sucre qui arrive dans le sang va demander à l'insuline d'arriver pour aller le stocker, d'accord? Pour aller ranger ce glucose dans le foie. À ce moment-là, donc, du sucre, de l'insuline. 3 heures après, du sucre, de l'insuline. 3 heures après, du sucre, de l'insuline, du sucre, de l'insuline. Et toutes les 3 à 4 heures, généralement, dans notre société, on va mettre quelque chose dans notre bouche. Je ne vous parle pas des pâtisseries, hein. Je vous parle, par exemple, du petit déjeuner, du goûter et du souper. Et entre-temps, s'il y a un petit grignotage qui va réenclencher un processus de sécrétion d'insuline. Donc en fait, il faut vraiment se rendre compte que les horaires de manger à l'heure actuelle et cette alimentation un peu transformée, voire même ultra transformée, parce que le lobbying alimentaire aujourd'hui, c'est pas de vous nourrir, c'est que vous achetiez. Donc c'est d'appauvrir justement notre alimentation et de l'enrichir en sucre. Pourquoi? Parce que c'est une drogue. Vous allez aimer, c'est bon. Votre cerveau ensuite va vous en réclamer. Donc toute cette malbouffe et toute cette surdosage de nourriture va créer trop d'insuline. Qu'est-ce que c'est l'insuline? C'est une clé. C'est une clé qui ouvre les cellules pour que le sucre rentre dans les cellules pour être dégradé, pour qu'on s'en occupe. Donc, mais par contre, quand il y a trop d'insuline dans le corps, parce qu'il faut environ 3 à 4 heures pour rétablir un taux d'insuline normale dans notre corps. Mais vu qu'on mange toutes les 3 à 4 heures, l'insuline ne fait que monter, que monter, que monter. Et au final, les cellules, elles se disent, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, elles deviennent résistantes. Elles ne fonctionnent plus. Elles disent, bah, moi, j'arrête, hein, j'arrête de te faire entrer, il y en a trop, donc je me bloque, je me ferme. Il y a une résistance qui se met en place. Donc l'insuline, c'est la clé pour ouvrir la cellule, pour dégrader le sucre. Sauf que là, la serrure est rouillée et ça n'ouvre plus. Donc le sucre, le glucose, va rester dans votre sang. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'insulinorésistance. D'un côté, et puis alors, du coup, c'est un cercle vicieux. D'un côté, trop d'insuline, du sucre dans le sang, du sucre dans le sang, de l'insuline. D'accord? C'est un cercle vicieux qui se met en place et qui va aller déborder sur tout le fonctionnement métabolique. Par exemple, de l'insuline dans les reins, ça va stocker trop de sel. Qu'est-ce que ça va provoquer? De l'hypertension. Vous voyez, donc à chaque fois, donc on va aller dans un cycle de boucle vicieuse. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc à chaque fois, le pic, la sécrétion d'insuline et la cellule qui dit, moi je deviens résistante. C'est vraiment, au bout d'un moment, je ne peux plus t'obéir parce que tu es tout le temps là, tu es tout le temps en train de me stimuler. Donc, j'arrête et je me ferme à toi. Donc, avant, il y a quelques années, sur des patients un peu plus anciens,
ils me disent, oui, mais moi j'ai mes cellules qui sont allergiques à ma propre insuline, donc je suis diabétique, donc de type 2. Donc je leur explique, c'est pas que vous êtes allergique, c'est que il y a un moment donné, vous avez tellement sécrété d'insuline que vos cellules ont dit stop et ne font plus rentrer, donc on est obligé d'intervenir mais de façon médicamenteuse. Donc le but ce soir, bien évidemment, c'est de voir et d'agir en prévention et de rétablissement sans attendre d'arriver dans ces excès-là, bien évidemment. Par exemple, quand vous passez à table, le premier réflexe pour réduire le pic de glycémie qui va arriver dans votre sang, c'est de toujours commencer par manger des légumes, les fibres, puisque les fibres vont contenir justement les sucres que vous allez mettre dans l'estomac pour permettre une meilleure dégradation et une meilleure digestion. Donc, on commence toujours par les fibres. Si vous avez faim et que vous courez à table et que vous commencez tout de suite par vous mettre un gros bout de pain dans la bouche, c'est mort, vous venez de commencer par un énorme pic glycémique, votre repas. Alors, ça peut être insidieux, parce qu'on a vu que c'était vraiment tout un complexe métabolique. Quels sont les signes qui peuvent vous montrer que vous souffrez justement d'une insulino-résistance? Donc, par exemple, la fatigue après le repas, après ces fameux pics glycémiques. Vous avez le ventre qui grossit, prise de poids abdominale. Hein, et donc chez les hommes aussi, on voit de plus en plus de petits bidons qui se tendent. Et pourtant, ils me disent, mais non, mais je bois pas de bière. Parce qu'avant, on disait c'était le bidon de la bière. Alors que là, non, c'est l'insulino-résistance. Donc, généralement, c'est un ventre qui va être tendu. Vous voyez, pour les hommes, c'est un ventre qui va être tendu. On va avoir faim constamment aussi, des envies de sucre. Des personnes qui me disent, mais moi, c'est incontrôlable. Si je mange pas mon pot de Nutella dans la semaine, je n'arrive pas à faire face, quoi. Difficulté à perdre du poids, évidemment, vous en prenez toutes les semaines et en plus, ça veut plus partir, ces kilos. D'accord? Donc, ça va être un signe. Quand vous régulez votre alimentation, quand vous faites du sport, que vous limitez les sucres et que votre poids ne descend pas, c'était le sujet du dernier jeudi, c'est de l'insulino-résistance. On va retrouver des troubles de la peau, de l'acné, des petites, alors, il y a un nom scientifique pour ces petites tétines. C'est pas des grains de beauté, c'est vraiment des bouts de peau qui poussent, qui sont un symptôme physique de tout ça. La fatigue mentale, le brouillard mental, et évidemment, beaucoup chez les femmes aussi, donc, un trouble hormonal qu'on va pouvoir repérer avec des difficultés au niveau ovarien, au niveau de conception de bébés avec des syndromes des ovaires polykystiques. Donc, l'insuline est une hormone. À partir du moment où elle va être trop présente dans le corps, elle va aller perturber tout le cycle des rétrocontrôles hormonaux, pardon, qu'on va avoir dans notre corps. Donc, ça va impacter le fonctionnement de notre thyroïde, des ovaires avec la progestérone et des oestrogènes, et évidemment le cortisol aussi, le stress, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, par exemple, au niveau du cortisol, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous êtes stressé. Donc, du coup, vous allez produire du cortisol. Vos surrénales, elles vont produire du cortisol. Donc, par exemple, c'est une maman tout à l'heure au cabinet, elle me disait, ça y est, mon bébé dort mieux, donc on a refait le microbiote du bébé, il dort mieux la nuit. Elle me dit, du coup, le matin, j'ai l'impression d'être plus fatiguée que quand je dormais pas. Je dis, c'est normal, parce qu'avant, vous aviez un taux de cortisol très élevé pour vous aider à tenir, parce que quand on dort pas la nuit et qu'on est crevé, qu'on est obligé de se lever, eh ben, l'adrénaline et le cortisol nous fait tenir. Donc, on se rend pas compte. Et là, qu'elle dort la nuit, le taux de cortisol va pouvoir se réguler un peu et le matin, on a l'air d'être plus fatigué. Je dis, c'est moins impactant pour votre corps de dormir et d'être fatigué le matin que d'être sous pression du cortisol qui va amener des burn-out, etc. Donc, du stress, du cortisol. Le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il va libérer du sucre dans le sang, d'accord? Et du coup, la glycémie monte. Vous n'avez pas mangé, vos taux de sucre dans le sang montent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le pancréas va envoyer de l'insuline pour réguler le sucre et vous n'avez pas encore mangé, que ça y est, il y a encore une production d'insuline qui se met en place. Et l'insuline va augmenter le cortisol. Et le cortisol monte l'insuline et c'est la boucle sans fin qui s'est mise en place. Alors, par exemple,
Si l'insulinorésistance, donc si trop d'insuline dans votre corps, et le cortisol, qu'est-ce que ça va provoquer techniquement parlant? Du cholestérol. Ça va vraiment ensemble, puisque le cortisol, donc l'hormone, est synthétisée à partir du cholestérol. D'accord? Donc, si vous êtes stressé, le corps va demander du cholestérol parce qu'il va devoir produire du cortisol. Et à ce moment-là, dès qu'il y a une petite inflammation, vous êtes en insulinorésistance, il y a une inflammation de bas grade, donc on va arriver sur du mauvais cholestérol. C'est pour ça que les personnes qui ont un cholestérol élevé, en régulant leur glycémie, donc en luttant contre l'insulinorésistance, vont pouvoir avoir des effets grandioses sur leur taux de cholestérol. C'est de se dire, oui, je fais attention à mon alimentation, je ne dois pas manger gras et tout. Ça peut être un facteur favorisant, mais en fait, ça va être bien plus impactant de limiter l'insulinorésistance. Vous aurez des meilleurs résultats sur votre prise de sang que de faire attention de ne pas manger du saucisson le soir. D'accord? Donc, voilà le lien. Au niveau donc des femmes, un peu plus au niveau donc des ovaires. Là, pareil, on va produire des oestrogènes et l'œstrogène, à quoi il sert? Donc, à améliorer la sensibilité à l'insuline. Il va y avoir une meilleure captation du glucose dans les muscles, par exemple. Si on manque un peu d'oestrogène, on va avoir plus de pics glycémiques et le ventre qui gonfle. On sait bien ce que c'est. Et aussi en excès, ça va pas être bon, bien entendu. Donc, au niveau des ovaires, tout ce qui va se passer, c'est une protection métabolique aussi. L'oestrogène, c'est pas juste une hormone reproductive, mais ça va être un régulateur métabolique. Donc, ça va réguler aussi la sensibilité à l'insuline. Donc, à partir du moment où il y a trop d'insuline dans le sang, l'insuline va se déposer sur l'ovaire et là, l'ovaire, lui, va produire de l'androgène, plus de progestérone et on va arriver sur des syndromes d'ovaires polykystiques. Donc de syndrome ovarien polykystique du SOPK parce que l'insuline dans les reins va monter le sel et donc va faire de l'hypertension. L'insuline dans les ovaires va déclencher des hormones mâles et des symptômes d'androgénie. Donc les femmes qui ont beaucoup de poids, qui ont beaucoup de poils, comme des syndromes un peu d'hirsutisme ou autres, parce que les ovaires se combattent l'insuline qui est trop présente. Donc on a l'impression que c'est un trouble hormonal. On va aller travailler sur les hormones, on va donner la pilule, on va faire ci, on va faire ça. Alors que en amont, vous voyez, en amont caché, peut se trouver donc une insulino-résistance. Donc, vous voyez, tout est imbriqué et on va avoir vraiment des liens derrière le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est des femmes souvent qui n'arrivent pas à concevoir évidemment de bébés. Donc, au lieu d'aller surstimuler l'ovaire et de produire encore plus d'androgènes, vous voyez, le principe est d'action causale et l'importance d'aller travailler sur notre insuline en amont. La progestérone, qui est une des hormones aussi principales, donc produite par notre ovaire et par les testicules aussi chez les messieurs, aussi va avoir tous ces rétrocontrôles avec l'insuline, bien évidemment. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est pas de travailler sur une hormone, tout est lié de toute manière. Donc, évidemment, quand il y a un défaut et qu'il y a une autorégulation qui ne se fait pas, par exemple, le syndrome prémenstruel, les femmes des fois qui me disent, moi j'ai plus, je suis plus en dépression ou je me saute sur le sucre ou je vais pas bien, juste après l'ovulation, justement, puisqu'il y a le pic à ce moment-là plutôt que dans mes règles, parce que le pic hormonal de progestérone, il est là.
D'accord? Donc, on saute sur le sucré, on est crevé, on enfle, on fait de la rétention d'eau. Ça va aussi accélérer tout le SOPK. On est fatigué et évidemment une inflammation de bas bruit, comme toujours avec l'insulino-résistance. Toujours. Il y a toujours une inflammation à bas bruit. Et la dernière hormone, le dernier organe qui va être très impacté au niveau des rétrocontrôles de l'insuline, c'est notre fameuse thyroïde. La thyroïde, justement, à quoi elle sert? Elle va aller chercher à quelle vitesse tu vas utiliser ton énergie. Donc, vous voyez le lien avec l'insuline qui, elle, stockait l'énergie et la thyroïde, elle, va se dire, bah là, tu vas à fond. Donc, si tu es en hyperthyroïdie, justement, on va brûler, donc on va avoir plutôt un profil de quelqu'un de très nerveux, très sec. Si on est en hypothyroïdie, justement, on va enfler et être très fatigué. Donc, en fait, elles sont intimement liées, bien évidemment. Donc, la jonction entre l'insuline et la thyroïde. Évidemment, par exemple, si j'ai une hypothyroïdie, tout va tourner au ralenti. Il va y avoir moins de combustion du glucose, donc moins d'entrée de sucre dans les cellules, donc ça reste dans le sang. Et à ce moment-là, production d'insuline, évidemment. Donc, et c'est le mécanisme de l'insulino-résistance qui va se mettre en place et au lieu de brûler mes sucres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ben, les stocker, du coup. Et mon petit ventre, qui a plus de cellules adipeuses que le reste du corps, va gonfler, gonfler. Je vais prendre du ventre. Voilà, techniquement, c'est la première partie qui va grossir. Et évidemment, avec la thyroïde, on a la T4 qui est synthétisée là-haut et c'est le foie qui va la convertir en T3. Et donc, on va faire des analyses de sang et on va dire, oh non, votre taux est vraiment pas bon. Mais en fait, on ne va pas aller voir si le foie, lui, travaille. C'est peut-être pas qu'il y a justement une faiblesse au niveau de la thyroïde dans la fabrication de la T4, ça va être plutôt une faiblesse au niveau du foie pour transformer la T4 en T3. Donc, vous voyez tout ce métabolisme-là, en travaillant sur notre résistance à l'insuline, on va pouvoir aussi avoir d'énormes effets sur ce qu'on appellerait une hypothyroïdie, qui en réalité n'est pas une hypothyroïdie organique, mais qui est une conséquence métabolique. Vous voyez? Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces approches-là pour pouvoir travailler au mieux toutes ces approches. Voilà, donc évidemment, toutes nos hormones sont interconnectées. C'est difficile de travailler que sur une puisqu'elles sont toutes en rétrocontrôle, hein, comme on vient de le voir, que ce soit le cortisol, le stress, donc qui va augmenter mon cholestérol, ma thyroïde et etc. Donc, comme on vient le voir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que votre insuline, c'est vraiment le chef d'orchestre hormonal dans votre corps. C'est la mère des hormones. Donc, au fur et à mesure des années, à l'heure actuelle, ça s'accélère puisque les enfants, vous regardez, alors l'autre jour, j'étais à Intermarché, j'ai regardé les compositions des céréales qu'on met dans le biberon pour les bébés. Je crois qu'on était à 80 grammes sur 100. L'index glycémique explosait. Donc, on est déjà en train d'induire ce processus-là sur les bébés. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, les enfants enflent. On fait face aussi, comme aux États-Unis, à de l'obésité infantile et de plus en plus de diabète, bien évidemment aussi. Évidemment que tout ça va s'installer au fur et à mesure, et au fur et à mesure, les symptômes vont s'accentuer jusqu'à ce qu'on déclare le prédiabète et le diabète de type 2. Donc, sachez reconnaître les symptômes qui, vous allez me dire, sont un peu généraux et applicables sur tout le monde à l'heure actuelle. Oui, tout à fait, puisque nous en souffrons tous quasiment. Et c'est des symptômes aussi qu'on peut largement recouper avec ce qu'on appelle la fibromyalgie. Donc voilà, c'est des symptômes généraux que la population souffre parce qu'on est tous atteints, parce que même si on fait très très attention à notre alimentation, on est stressé, on manque de sommeil, etc.
Donc, comment faire pour inverser cette tendance et justement rétablir un bon fonctionnement pour rétablir et faire en sorte que la clé de l'insuline puisse ouvrir les cellules et que les cellules puissent faire rentrer le sucre et le dégrader. Premièrement, évidemment, ça va être notre alimentation, plus de fibres. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, de manger les légumes en premier au début du repas, qui vont tenir le glucose et permettre une digestion plus lente et une meilleure dégradation. Pas de pic glycémique et pas de production surintensive d'insuline. Donc, plus de fibres. Éviter au maximum les aliments transformés, bien entendu. Deuxièmement, je sais que j'ai pas la diapo, donc je vous le dis là, ça va être le sport. Pourquoi? Quel est le plus grand consommateur du sucre dans votre corps? Ce sont les muscles. Donc plus vous bougez, plus vous marchez, plus vous faites du sport, et donc plus le sucre va être utilisé pour vous produire de l'énergie. Donc ce qui évitera bien d'avoir un pic d'insuline derrière. Donc le sport, l'alimentation et le sport, bien entendu. Évidemment, dans notre société à l'heure actuelle, si vous êtes déjà fatigué, c'est difficile de vous dire, eh ben, il faut aller à la salle de sport, il faut faire du sport, il faut beaucoup vous cuisiner de légumes, etc. Donc, évidemment, le but, c'est de renverser tout ça, cette physiologie métabolique hormonale qui a été toute perturbée, de façon, comment j'allais dire ludique, mais de façon facile à mettre en place. C'est ce qu'on recherche tous à l'heure actuelle. Il faut que ce soit facile à mettre en place pour avoir des résultats. Et après, quand on commence à aller mieux, bien évidemment que c'est plus facile de mettre en place des actions solides quand on dort mieux, qu'on est moins fatigué et qu'on a moins envie de se jeter sur le sucre, par exemple. Donc ça, c'est toute la politique du programme Feel Great. C'est vraiment de vous redonner cette capacité-là d'augmenter les fibres et de baisser la satiété pour rétablir tout ça. Donc concrètement parlant, dans le programme Feel Great, on va déjà demander un repos des organes, puisque je vous ai expliqué que le pancréas, à l'heure actuelle, il sécrétait en permanence de l'insuline puisqu'on mange beaucoup trop. Donc, on va déjà mettre en place un jeûne intermittent. Donc, par exemple, de pas manger le petit déjeuner quand on se lève. Donc, 16 heures de repos pour le pancréas pour que le taux d'insuline baisse déjà naturellement, physiologiquement dans notre corps. Donc, quand on ne mange pas le matin, vous allez me dire, ah oui, non, mais moi, c'est pas possible. J'ai vraiment trop faim le matin. Si je mange pas le matin, je vais penser qu'à ça. Je vais tomber dans les pommes à 10h30 ou autre. Alors, on va être soutenu justement par le yerba maté. Alors, le yerba maté, c'est une plante qui pousse en Amérique du Sud et qui a donc cette capacité de nous procurer une sensation de satiété naturelle, une énergie et surtout le yerba maté est un précurseur du GLP-1 pour faire baisser votre insuline. Donc ça va optimiser l'effet du jeûne tout en baissant justement l'envie de manger. Alors là, je vous assure que moi j'ai fait moult fois l'expérience que le jeûne intermittent sans ma tisane d'herbe maté que je sirote tout le matin, pour moi c'est difficile à tenir. Alors que une fois que je mets mon stick dans ma bouteille, c'est marqué Unimaté, c'est le nom du yerba maté, je remplis d'eau. Moi, je mets de l'eau chaude, j'aime bien parce que moi, j'ai pris le goût gingembre citron et je sirote ça tout le matin et tout le matin, vous aidez l'insuline à descendre, du coup, moins d'appels sucrés, moins envie de manger et ça remplit au niveau de la sensation de satiété. Hyper simple à faire. Vous sirotez le matin. Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit qui était le plus efficace pour protéger le pic d'insuline? C'était de manger les légumes en début de repas. Alors, si vous n'avez pas le temps, comme on a vu dans notre société qui va vite, c'est justement le but de prendre des fibres qui sont déjà en stick avant de manger. Donc là, tout simplement, avant de manger, vous prenez votre balance, qui sont des fibres alimentaires, végétales, vous checkez et là, vous buvez tout de suite. Alors, vous buvez tout de suite parce que ce sont des fibres qui épaississent.
Le but, c'est quoi? Le but, c'est, comme je vous ai expliqué, c'est de tapisser le fond de votre estomac pour faire en sorte que le bol alimentaire, ce que vous allez manger ensuite, puisse être retenu, les sucres surtout, et puisse être dégradé correctement et passer moins vite dans le sang. Donc, puisqu'on n'a pas tous l'habitude de commencer par une énorme assiette de brocoli, le repas, donc c'est très facile et ça optimise dans notre façon de vivre à l'heure actuelle de juste prendre les fibres en début de repas. Donc, la tisane d'herba maté que je sirote tout le matin, qui va être un précurseur de GLP-1 pour faire baisser mon taux d'insuline. Et ensuite, je prends mes fibres au début du repas. Il n'y a pas plus simple. Vous pouvez pas me dire, oh non, c'est trop compliqué, j'ai pas compris. On prend les fibres, ça tapisse le fond de l'estomac. Du coup, bah, on a moins faim, hein, parce que ça fait déjà un beau tapis dans l'estomac, donc ça augmente la rapidité de la sensation de satiété. Et on mange tout de suite derrière. Si vous prenez votre balance, donc vous tapissez l'estomac et que vous mangez 20 minutes après, ça n'a aucun intérêt. Je le prends, je mange tout de suite. D'accord? Puisqu'il faut aller attraper tous ces sucres. Et tout ça combiné entre le jeûne intermittent, le yerba maté le matin et juste de prendre mes fibres avant de manger, je vais avoir des résultats incroyables sur l'insulinorésistance. Et je dis vraiment incroyable parce que on rentre, on était une quinzaine de personnes où on est allé à une convention sur la santé métabolique, donc organisée par cette compagnie, où on a pu parler et vraiment avec des personnes qui, par exemple, j'ai croisé un monsieur, en 14 mois, il a perdu 70 kilos. Parce que vous savez, aux Amériques, bah, l'obésité, c'est plus, de partout, hein. La malbouffe, c'est absolument de partout. Vous pouvez aller au fin fond des Antilles, au fin fond de l'Afrique, il y a Coca-Cola. Donc le pic glycémique, il est absolument sur le monde entier. C'est un problème de tout le monde qui touche tout le monde à l'heure actuelle. Et donc de réguler ça tout simplement. On a vu des changements au niveau corporel, au niveau hormonaux, enfin, tout. Vous avez vu que c'est tout imbriqué. Donc, de prendre le yerba maté le matin, le balance avant chaque repas. Pour un mois, vous êtes à 5 euros par jour. Là, je vous montre juste une photo d'une personne que je connais personnellement, justement, pour pas vous parler de ceux que j'ai croisés ou autres. Je pourrais vous montrer beaucoup de photos de ceux qui font le protocole depuis longtemps. Mais disons que nous, en France, on a commencé à justement à travailler ce sujet-là de façon naturelle pour essayer de contrer tous ceux qui se piquent à l'Ozempic et qui vous font croire, oui, c'est génial, ils ont des résultats, mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que dans 10 ans, ces gens, ils sont morts. Tu peux pas t'injecter de tels produits sans avoir de conséquences graves sur ta santé. Alors que là, on va avoir des résultats physiologiques et naturels qui vont au contraire rallonger ta vie au lieu de l'écourter. Donc cette personne-là, ça fait même pas un mois qu'elle est sous protocole que je suis. Donc vous voyez, la première photo, c'est le 29 octobre. Et là, la deuxième photo, c'était hier. D'accord? Donc, en moins d'un mois, elle a perdu 5 kilos, sans changer d'alimentation, sans rien. Donc, parce que, donc, elle était essoufflée, cette personne, donc elle avait du mal à marcher. Donc, maintenant, avec 5 kilos de moins, bah, vous voyez, c'est le cercle vertueux qui se met en place. Elle va pouvoir aller marcher, etc. Donc, vous voyez, tous les tissus adipeux, on voit bien sous le bras à gauche et le sein qui tombe avec le ventre bien bombant. Vous voyez que c'est complètement différent à droite sous le bras. On voit tout de suite que la graisse est éliminée. Donc là, je vous montre juste une photo de ventre au bout de un mois. Imaginez dans 3 mois, on va suivre. Et forcément, imaginez le cœur, les organes qui sont libérés de cette graisse, bien entendu. Donc, vous voyez, ça va au-delà. Je voulais vraiment intervenir sur ce sujet parce que souvent, les personnes pensent, quand on parle d'insulinorésistance, ils pensent juste digestif et ils pensent juste sucre. Ah non, moi je mange pas de sucre. Ah non, j'ai pas de problème digestif. Donc j'espère que j'ai pu vous montrer justement qu'on allait bien au-delà du souci digestif
Et de l'impact tout hormonal, donc ce soir le thème c'était au niveau du lien avec les hormones et donc au niveau de la santé métabolique générale qui nous fatigue, qui nous tire vers le bras, qui nous aspire à droite et à gauche. Voilà, donc j'en ai fini justement pour ces petites explications qui, j'espère, vous ont plu, en vous proposant donc une méthode vraiment sans produit. Je rajoute des fibres avant le repas et je prends du yerba maté qui va me stimuler physiologiquement parlant et avec des résultats vraiment incroyables. Donc évidemment, si ça fait 30 ans qu'on est en dérégulation, généralement les gens me disent, en combien de temps je vais voir les résultats? Ben, j'ai envie de dire aussi longtemps que tu as été dérégulé en fait, d'accord? Parce que on ne devient pas diabétique ou insulino-résistant du jour au lendemain. On n'a pas pris du poids du jour au lendemain. Ça s'accumule mois après mois. Mais par contre, au fur et à mesure, donc justement, je voyais au bout de même pas un mois, cette personne qui a perdu 5 kilos, et c'est pas le seul, c'est là pour l'instant, c'est le seul que j'ai récupéré les photos pour vous montrer. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer que les résultats sont là et qu'évidemment, chez les femmes, ça va être un petit peu plus long à mettre en place parce qu'on a beaucoup plus d'hormones que ces messieurs. Donc, il faut ralentir, il faut stopper la progression, ralentir et redescendre derrière. Mais absolument, tout le monde, justement, ça fonctionne sur tout le monde, de rajouter des fibres dans ses repas. Ça convient absolument à tout le monde, bien entendu. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, merci. Si vous avez trouvé ça intéressant, ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Si vous voulez, justement, alors pour le protocole, etc., je vous laisse revenir vers la personne qui vous a invité ce soir. Elle sera même de bien vous expliquer. On a même une application de suivi, vous savez, pour le jeune qui nous dit où est-ce qu'on en est dans le brûlage du sucre, dans le brûlage des graisses et à quelle heure vous pouvez remanger, etc. Donc c'est très ludique et c'est instructif. C'est ça qui est important. Donc, si vous avez besoin, si vous avez commencé, et que vous voulez nous faire un petit retour sur ce que vous ressentez, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Normalement, c'est bon, j'ai réouvert les micros et on peut passer un petit temps d'échange ou si ça a été complet. Donc, moi, mon but, en attendant si quelqu'un ouvre les micros, mon but, c'est vraiment à chaque fois, de vous présenter l'insulinorésistance avec justement ce que ça peut induire dans le corps. C'est de vous éduquer sur le sujet. Donc, on a fait l'insulinorésistance et la prise de poids, bien entendu. Donc, ce soir, c'était avec les hormones. Et la prochaine fois, je changerai de sujet aussi. Je pense que je ferai aussi un lien direct avec la fibromyalgie. Parce que c'est une conférence d'un médecin que j'écoutais qui disait que c'était très 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 lié et il y a tellement de personnes qui souffrent de cette maladie, voilà. Alors oui, Stéphanie, je vois que tu as levé la main. Oui, bonsoir Mijo, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Bonsoir tout le monde. Écoute, merci pour cette présentation, très intéressante, on apprend plein de choses comme toujours. Moi j'avais une question par rapport au sport justement. Je suis passée à un jeûne de 12 heures, c'est-à-dire que cette année j'ai décidé de faire un peu plus attention. Moi je prends une protéine le matin, parce qu'il faut que je mange beaucoup de protéines avec le fait que je fasse beaucoup de sport. Du coup, comme je mange tard le soir, bah, là j'ai fini de manger en même temps que je fais voilà, la conférence, enfin la visio. Donc j'essaye de, comme je finis souvent de manger à 9h30 le soir, j'essaye de ne pas reprendre ma prot avant 9h30 le lendemain matin. Au moins avoir 12 heures de pause pour mon organisme. Si donc, ce que je voulais savoir, c'est le gerba, c'est ça? Yerba maté. Yerba maté. Va me faire tenir donc sur mon 16 heures de jeûne en fait. Oui. Voilà, ok. Et donc ensuite, on prend la fibre avant le repas. Donc moi, je condense du coup mes repas. Je mange du coup plus le midi et le soir, mais j'ai quand même Mhm. pris ma protéine dans la matinée. Et j'ai vu tout à l'heure sur le slide qu'il y avait marqué protéine l'après-midi. Ouais, parce que alors c'était ma slide de la semaine dernière quand on parlait du poids.
Alors, c'est vrai que j'aurais plus tendance à dire, ça sera la même chose et ça va préserver ton jeûne du matin si tu prends un shake de protéines. Enfin, je sais pas comment tu prends tes protéines, mais par exemple à 4 heures. Et ça, pour les gens qui, entre midi et soir, ont l'habitude de grignoter ou autre, je dis surtout ne grignotez pas, prenez de la protéine, parce qu'on est tous en déficit de protéines aussi. Je dis pas d'aller manger un steak, hein. Maintenant, il existe plein de protéines végétales, bien entendu, et de prendre de la protéine à 16 heures, ça peut être aussi un bon complément pour les personnes qui veulent perdre du poids ou pour les personnes qui usent beaucoup, comme toi qui es prof de sport et qui en ont vraiment besoin pour maintenir la masse musculaire. Voilà. Donc souvent, il y a beaucoup de naturopathes ou autres qui préconisent de prendre la protéine aussi l'après-midi. C'est comme ça, on n'a plus faim et les muscles continuent de fonctionner correctement. Oui, donc ça me décalerait ma protéine du matin à 4 heures. Mm. C'est pas gênant d'avoir un repas le midi encore à 4 heures et le soir. Du coup, ils sont condensés les repas, mais c'est pas gênant pour l'insuline. Non, c'est pas gênant là du coup parce qu'on va être sur, tu sais, 8. Donc ça veut dire que pendant 16 heures on jeûne et pendant 8 heures, dans la fenêtre des 8 heures, on peut manger. Mais Bien. dans la mesure où tu prends par exemple des protéines et pas un pain au chocolat à 4 heures, ton pic glycémique, il va être très 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 faible en fait, hein, avec de la protéine, hein, justement. Donc ça c'est pas grave. L'important c'est qu'après on va pouvoir réguler sur 16 heures de repos du pancréas. Ouais. C'est vraiment repos justement. Et ensuite, c'est de prendre tes fibres avant le midi et avant le soir et ton yerba maté, ça va permettre justement au précurseur. Donc le yerba maté le matin, c'est vraiment le GLP-1. C'est vraiment un précurseur pour casser l'insulino-résistance et réouvrir tes cellules, justement. Donc c'est pour ça que le sucre va pouvoir rentrer dans les cellules et qu'on a moins, hein, on est moins en recherche de nourriture parce que du coup, on n'a pas, la source d'énergie rentre. Donc voilà, donc là, oui, la protéine, tu peux la mettre à 4 heures et vraiment, tu auras optimisé tous tes besoins au niveau physiologique et du sport et optimisé le repos du pancréas et la baisse d'insuline dans ton corps. Ouais, parce que 16 heures de jeûne, quand on fait du sport, c'est... Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Alors après, justement, bah, tu vois, faut pas être extrémiste. Moi, je suis extrémiste dans rien du tout. Tout est adaptable, bien évidemment, parce que toi, tu consommes beaucoup d'énergie, hein, entre justement tes muscles consomment beaucoup de sucre et de Ah gras oui. aussi ensuite. Alors, disons que l'avantage de faire du jeûne, c'est que du coup, là, le corps va passer à aller chercher de l'énergie dans les corps gras plutôt que dans le sucre, puisqu'il aura, il aura fini de manger les sucres. Ouais, Donc, mais donc ça bon, va toi, plutôt sécher. Ouais. ouais, t'es déjà toute fine. Mais voilà, c'est vraiment Après, moi, je suis pas extrémiste du tout. Si tu vois que le matin, pendant ton cours, ça va pas, bah, tu prends ton shaker de protéines, hein. Il faut adapter à chacun, évidemment, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Prof de sport, il bouge plus que nous. Ouais, c'est sûr. Après, c'est surtout hormonal. Bah, oui, voilà, la période de la ménopause, le ventre qui gonfle. Mhm. Et il n'y a pas grande solution, parce que moi, des légumes, j'en mange, j'en cuisine, j'essaie d'avoir une alimentation saine. Voilà, mais là Et tu verras, teste, tu vas voir que voilà, là les gens se disent oh mais non mais moi j'ai déjà une cuisine saine etc. Mais les symptômes sont là. bah oui, complètement. Donc vu que les symptômes sont là, ça montre que ça ne suffit pas. Ah Et bah là, oui, moi, je fais du sport, je fais attention à ce que je mange. Alors, je mm, dis pas je mange du sucre, parce que je pense que mon corps m'en demande, parce que mm, genre, je dépense beaucoup de calories. mm. Après, je fais pas des abus de sucre, mais j'en ai quand même besoin. Et je trouve que depuis que je suis en ménopause, c'est de pire en pire. Donc voilà. Et pourtant, voilà, j'ai beau faire du sport, j'ai des abdos, mais j'ai du ventre quand même. Voilà. Eh oui, parce que le ventre, on a vu, c'est l'insuline qui va stocker les Ouais. corps gras dans notre petit bidon et que du coup, il va y avoir un vrai rétrocontrôle hormonal qui est en train de changer avec la ménopause, en train de s'endormir. Il va y avoir toute cette régulation qui va se faire derrière et le ventre va dégonfler. Tu nous Donc, tiendras au courant. c'est en lien avec le ballonnement ou c'est fort? Parce que, Oui, alors le ballonnement, oui, ça va être en lien, mais aussi souvent ça fermente quand on manque de flore intestinale. Donc ah, c'est pour ça que j'aime bien le premier mois ou le deuxième mois qu'on régule tout ça, de prendre des probiotiques par exemple.
Parce que s'il y a trop de fermentation, ça, bah alors oui, il peut y avoir trop de sucre hein, qui fermente, mais aussi un manque de flore intestinale, de microbiote. Oui, parce que moi, j'ai pas que la ménopause qui me fait prendre du ventre. J'ai quand même, je suis quelqu'un qui a toujours eu un petit peu, qui a toujours été un petit peu ballonné. Mm. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un Parce autre. que souvent aussi, c'est ça, les gens me disent, ah mais si, moi je refais ma flore intestinale 2 fois par an, mais si tu manges pas assez de fibres, la flore Ouais. intestinale se nourrit de fibres en fait. Donc les prébiotiques qui nourrissent la flore, c'est ça, c'est les fibres. Donc moi, c'est par exemple le premier mois, j'ai pris les fibres, donc les prébiotiques, et tout de suite après, j'ai pris mon stick de probiotiques. Et voilà, comme ça, ma cure a été faite de comme ça. Je sais que mon microbiote peut venir manger mes prébiotiques. D'accord. C'est tout un ensemble, voilà. Et oui, Céline, elle reparle du cortisol. C'est exactement ce que j'ai expliqué pendant la conférence, hein, le cortisol qui va libérer donc du sucre, qui va faire monter l'insuline, etc. Et là, on est à fond dans la boucle, quoi. Exactement. Et on est tous stressés. Tu vois, Stéphanie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens me disent tous, ah mais non, mais moi je mange bien, je fais du sport. On est tous stressés Ah ben et oui. on manque tous un peu de sommeil. Donc tout ça va provoquer l'insulinorésistance, quoi. C'est un tout. Mm. Non, c'est clair. Ok. Bon, bah, tu nous feras le test de pas prendre de protéines le matin, voir si ça tient. On prend les protéines à 4 heures ou tu adapteras, tu nous raconteras. Ah, je pense que j'ai déjà passé un cap, parce que j'arrive à tenir 12 heures déjà. Donc je suis plutôt Ouais, bien. ouais, ouais, ça Donc je marche. pense qu'avec avec le petit stick, là, je devrais arriver à tenir 3-4 heures de plus. Mais Ah bah, pour moi, ça fait une nette différence. C'est clair que ça m'aide vraiment à tenir sans penser à la bouffe, quoi. ouais, après, ça me décale beaucoup, moi, sur ma journée. C'est ça qui est un petit peu. Voilà. Ouais. Bon, eh ben, Bon, tu à vois, essayer, à essayer. merci, merci Écoutez, Stéphanie. merci à toi. Ouais, j'aime bien ces interventions. Alors, n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Y a-t-il des contre-indications, Céline, à tout le monde? Alors, aucune, parce que du coup, on va voir que des effets bénéfiques, parce que ça, c'est comme si vous me disiez, il y a des contre-indications à manger des légumes. Non, on a besoin de fibres, ce sont que des fibres. Et là, c'est du yerba maté, donc c'est une tisane, quoi. En fait, c'est une plante qui va stimuler la digestion et qui est précurseur du GLP-1. Donc là, on peut choisir le goût, ou c'est citron gingembre, ou c'est citron. Donc, donc voilà. Donc non, on n'est pas du tout sur des produits. Il n'y a pas de surstimulation du corps. Il peut pas y avoir d'allergie. Alors, sauf si vous me dites je suis allergique au yerba maté, mais bon, voilà, je n'en connais pas du tout. Voilà. Donc là, on est sur une herbe et sur des fibres de légumes. Donc il peut pas y avoir de contre-indication. Alors évidemment, au début, c'est un petit peu plus dur pour les personnes qui sont diabétiques, qui ont du cholestérol, quoi, de jeûner. Mais l'application, justement, qui nous suit, vous dit aussi au début, vous pouvez commencer sur 12 heures. Et puis au fur et à mesure, vous augmentez vos objectifs jusqu'à atteindre les 16 heures. Alors, Sophie qui nous dit la différence, on n'a pas faim. Ouais, vraiment, on n'a pas faim. Ça procure une sensation de satiété, du coup. Du coup, ça coupe vraiment ça. Alors, dans le chat, il y avait des questions ou autres. Tac, tac, tac. Je vais voir ça. Est-ce que je peux intervenir? Ah oui, super. Bon, moi je suis nouvelle, hein, je suis Marie-Noël. Je viens juste de recevoir le paquet, donc j'ai pas encore commencé. Moi j'aimerais savoir si en prenant l'Ultimate et puis l'autre produit, est-ce qu'on peut manger ou il faut faire attention à ce qu'on mange quand même, Alors, mangez comme vous en avez l'habitude, Marie-Noël. d'accord? Parce que c'est vraiment le but. Alors, si vous me dites, je mange une boîte de Haribo par jour, je vais vous dire, ah, on va quand même essayer de descendre les sucres, Marie-Noël, Euh, hein. Non, mais est-ce qu'il faut faire attention justement à diminuer le sucre, etc. Et j'ai une autre question. On demande de boire quand même suffisamment de l'eau. Mais est-ce qu'on peut prendre des tisanes, du thé ou pas? Ou est-ce qu'il faut uniquement se limiter à l'eau? Alors, c'est vrai que généralement, on dit que l'eau pure ne se remplace pas, c'est toujours mieux.
Mais j'avoue que moi, vu que je bois plusieurs unimatés par jour, j'ai pas envie après de reboire de l'eau parce que là, on passe notre vie aux toilettes après. Donc, du coup, oui, c'est toujours dans l'idée de se dire, vu que ça va nettoyer, on va aider les toxines à sortir. Donc, si vous ne buvez pas, si vous dites, ah bah tiens, j'ai pas bu d'eau, allez marcher, c'est pareil, ça va faire sortir les toxines, faire transpirer. Mais le but vraiment au démarrage, c'est de pas changer vos habitudes. Vous mangez comme vous avez l'habitude de manger, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vu que vous aurez moins besoin de sucre, vu qu'il va être dégradé correctement dans votre corps, vous allez être moins appelé vers la confiture, vers les bonbons, vers le chocolat, enfin je sais pas, ou autre. Donc du coup, ça va s'autoréguler de soi-même parce que vous allez vous dire, ah bah finalement j'en ai pas envie. Donc c'est pas un effort qu'il faut faire au départ. D'accord. Ok. Voilà. Je vais tester puis voir, parce que j'ai des poids, j'ai pris du poids en l'espace d'un an, j'ai dû prendre 4 kilos alors que j'avais rien changé à ma nourriture, etc. Donc Hmm. toutes vos explications formidables me permettent de comprendre un petit peu le mécanisme justement Hmm. de ce qui se passe dans le corps, quoi. Ah bah merci Marie-Noël, je suis contente que ça vous ait éclairé, c'est vraiment le but. Et vous allez voir, alors évidemment, vous n'allez pas tout perdre en un mois, mais c'est que déjà vous allez arrêter de monter et que ça va continuer à descendre. Juste, j'avais une dernière question. Depuis quelques mois, j'ai de grosses douleurs articulaires. Est-ce que ça peut aussi agir sur ce plan-là? Bien sûr, parce qu'en fait, de la même façon que l'insuline dans le rein retient le sel, ça fait de l'hypertension, sur l'ovaire, ça fait du SOPK. Maintenant, on commence à dire que l'insuline dans les articulations fait des douleurs arthrosiques. Donc, ça va être lié à la prise de poids et à vos douleurs. Je pense que c'est intimement lié, quoi. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup en tout Mm. cas. Eh ben, bonne expérience, Marie-Noël. Vous viendrez nous raconter. D'accord, ok, merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? Alors, ouais, merci, c'était top. Toc. Alors, je regarde vite fait dans le chat parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé. Ah oui, oui, le jeûne, on peut boire autant qu'on veut. Donc, le matin, vous pouvez prendre votre café. Il y a des personnes qui disent, ah non, moi, je peux pas arrêter le café. Non, prenez votre café, ça, c'est supplémentaire. Sans aucune difficulté. Est-ce utile de boire? Bon, mon repas. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle dit? Alors je pratique déjà le jeûne intermittent. Bon bah c'est super. Est-ce utile de boire? Oui, parce qu'en fait il y a vraiment un effet précurseur pour casser l'insulinorésistance. Dans l'unimaté, c'est un précurseur du GLP-1. Donc c'est pas juste pour tenir le jeûne, c'est vraiment un effet complémentaire qui va accélérer le processus de réouvrir vos cellules avec le GLP-1. Donc oui, vraiment. C'est pas juste pour le jeûne, hein, ça a vraiment une action anti-insulinorésistance, d'accord? Même chose pour le stick de fibres. Si je mange par exemple des crudités avant mon repas, dois-je prendre tout de même le stick de fibres durant le même repas? Oui, 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 oui. Alors, c'est la même chose. La réponse est oui, parce que notre alimentation aujourd'hui, même si vous avez l'impression d'en prendre, vous en prenez certainement pas assez. Et surtout, j'allais dire, si vous avez une maladie de Crohn. Alors là, ça va pas être des fibres irritantes. Oui, c'est une question qui revient régulièrement. Parce que il y a de la farine de caroube ou autre, c'est vraiment, voilà. Ce qui va irriter dans une maladie de Crohn, on dit attention aux fibres, c'est parce que ça reste des morceaux qui vont pouvoir venir rayer déjà une tunique intestinale inflammatoire et donc créer des douleurs. Alors que là, il n'y a pas du tout de morceaux. Vous allez voir, ça fait un liquide gluant. D'accord? Donc oui, pas de problème pour la maladie de Crohn. Et au contraire, ça va permettre justement de baisser cette inflammation qui crée cette douleur. Alors, maladie de Crohn, moi, je vous dirais tout de suite le premier mois, quand vous attaquez le protocole, rajoutez tout de suite les probiotiques, hein, pour vraiment faire en sorte que souvent, alors, tout ce genre de déficience digestive à l'heure actuelle, de plus en plus, les études montrent que la flore intestinale n'a pas assez de fibres
pour se nourrir et que du coup, elle va commencer à digérer et à manger et à attaquer nos cellules intestinales pour arriver sur ce genre de maladie. Donc, de refaire la flore intestinale et d'augmenter les prébiotiques pour bien la nourrir, hein, au lieu qu'ils vous autodigèrent, ça a tout son sens, bien évidemment, quoi. Voilà. Voilà, oui, c'est gélatineux. Ouais, donc ça va pas du tout irriter un intestin inflammé. Alors évidemment, quand il y a déjà un trouble digestif métabolique de ce genre, par exemple, au début, je pourrais peut-être vous conseiller de prendre que la moitié du sachet, comme ça voyez juste le temps que vous puissiez voir. Voilà. Est-ce que ça peut aider sur les bouffées de chaleur? Oui, alors Annie, c'est vraiment, voyez le thème quand on a parlé des œstrogènes, progestérone et tous ces rétrocontrôles avec l'insuline, à partir du moment où une ménopause a des signes cliniques négatifs, c'est pas normal. Normalement, vu que c'est physiologique, il devrait y avoir aucun effet secondaire à la ménopause. S'il y en a, c'est que les rétrocontrôles hormonaux ne sont pas bons et on a vu que la progestérone, l'œstrogène étaient complètement liés au rétrocontrôle de l'insuline. Donc ça va englober tout ça, bien entendu. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. C'est hyper simple. Donc là, c'était le lien spécifique avec les troubles hormonaux, mais vous avez vu qu'on propose des solutions simples qui fonctionnent. Donc je vous souhaite vraiment de prendre soin de votre corps, d'aller bien et je vous souhaite une bonne soirée. Et à jeudi prochain, alors j'ai pas le thème en tête, mais je vous donnerai très rapidement, certainement peut-être le lien avec la fibromyalgie. Et ensuite, vraiment demain soir, par exemple, à 21h, pour ceux qui veulent expliquer, comprendre, parler sur l'insulinorésistance, je fais un atelier spécifique de comprendre les mots-clés, comment en parler, etc. Monsieur Ménard qui dit pour la sérotonine. Alors, complètement lié aussi parce qu'on sait que 90% de la sérotonine va être sécrétée dans le digestif. Donc, plus ça fonctionne là-bas dedans et plus il va y avoir un rétrocontrôle, comme on le sait, hein. Quand le digestif va bien, le moral va bien. Pourquoi? Bah parce que la sérotonine se passe au niveau digestif aussi. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Et Et donc, oui, encore une question? Non, c'était génial. Très Ah bien. bah merci Marie. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. À Au la revoir. semaine prochaine. Ciao, ciao.